Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de mars 2025. Et si vous vous demandez pourquoi le plan de caméra est différent d'habitude, c'est parce que j'ai oublié de tourner l'intro avant de placer les mangas et j'ai pas envie de la replacer, donc j'ai tourné ailleurs. Mais on va continuer et on va passer directement du coup au premier manga. Le premier manga du coup c'est Fire Force, comme vous pouvez le voir, le tome 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Le tome 32 ayant une jaquette spéciale et le tome 34 ayant, comme c'est écrit là, une jaquette exclusive, premier tirage. Donc c'est un peu le même genre de truc que pour One Piece, c'est un truc qui brille, qui à mon avis ne brille pas dans les autres tirages. Ou peut-être qu'il y a une illustration particulière, je sais pas, je me suis pas renseigné plus que ça à vrai dire. Voilà, donc Fire Force, est-ce que c'est une série que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas? Je sais pas trop, ça dépend. Je vais vous dire juste un truc, je vous conseille de vous intéresser à l'auteur. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. N'hésitez pas à lire tout ce qu'a fait l'auteur. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi expéditif? Pourquoi on dirait déjà la conclusion? Parce que, je vous le dis, j'ai envie d'en parler de Fire Force, j'ai des trucs à dire. Mais je suis obligé, pour ce que j'ai envie de dire, de spoiler. Donc c'est pour ça, j'ai fait plus ou moins ma conclusion directement pour les gens qui ne veulent pas être spoilés. Donc pour les gens qui se demandent, ah mais moi est-ce que je devrais le lire, est-ce que c'est bien, machin. Oui c'est bien, est-ce que tu devrais le lire, je sais pas, intéresse-toi à l'auteur, c'est tout ce que je peux te dire. Maintenant on va être entre gens qui spoilent. Donc si vous n'avez pas fini Fire Force, c'est important. Si vous êtes au tome 28 et que vous vous dites, oh ça va... Non, dans le doute, vraiment si vous n'avez pas fini Fire Force, si vous regardez l'animé par exemple, passez au manga suivant, il y a des timecodes machin. Là on va vraiment spoiler carrément ce qui se passe dans la fin. Donc voilà, j'espère que vous êtes prévenus, j'espère que le message est passé. Généralement je spoil pas trop, mais bon là quand il y a des trucs à raconter, en plus quand c'est une fin, tu te dis bon je vais plus en parler après de ce manga, autant que là j'en profite pour dire tout ce que j'ai à dire. Et là en l'occurrence la fin est, si vous êtes toujours pas parti, attention attention, hein, est sacrément intéressante quoi. Donc voilà, je vais faire un dernier avertissement pour les gens qui ne veulent pas se faire spoiler au cas où t'as mis du temps à prendre ta souris ou je sais pas quoi. 3, 2, 1, on entre maintenant en zone spoil. Je vais radicalement spoiler la fin de Fire Force. Si tu ne veux pas être là, dépêche parce que t'as 3 secondes de répit encore le temps que je raconte ma vie. Voilà, j'ai fini, c'est bon, spoil. Donc, la fin de Fire Force, le grand enjeu pour moi, c'était de savoir si les spoils, entre guillemets, que j'avais vus... Bah, il y avait même plus de 30 mystères que ça, maintenant. On avait vu la lune de Soul-Eater, déjà, là où on en est dans l'histoire, hein, on l'a vu. Donc, on savait qu'il y avait un lien avec Soul-Eater. Mais, on connaissait pas sa nature encore, avant que moi je lise ces tomes 29 et compagnie jusqu'au 34. Donc, je connaissais pas la nature de la relation avec Soul-Eater, mais j'étais très curieux, forcément. Et il y avait plusieurs possibilités en vrai. Hein. Il y avait la possibilité que ça soit juste un truc référentiel, un peu à la Mashima. Hiro Mashima dans ses œuvres aime bien remettre des chara-design ou remettre même des archétypes de personnages, voire même des personnages qui semblent être le cousin germain de... Je sais pas, par exemple prenez Erzi et Erza dans Eden Zero et Fairy Tail. C'est pas la même personne mais presque quoi. Et du coup ça pouvait être tout simplement ça dans Fire Force, hein. Ça aurait pu ne simplement être qu'une référence, oh regardez il y a la même lune que dans Soul-Eater parce que c'est l'apocalypse donc on met des trucs un peu dark. Ça aurait pu être un délire comme ça en vrai de vrai. Mais bon, on s'attendait à ce qu'il y ait un truc plus profond je pense. Surtout vu que c'est le dernier arc, qui a un peu de gravité et tout. Du coup, autre option que j'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente et qui semblait quand même assez plausible. C'était la possibilité qu'il s'agisse d'un truc un peu méta. Parce que dans Fire Force, et notamment aussi dans cet homme-là, il y a eu à plusieurs reprises des vrais humains, entre guillemets, ou des références à notre monde à nous. Du coup on pouvait se dire, est-ce qu'il n'y a pas un délire, l'inconscient collectif de l'humanité, machin, parce qu'il parlait aussi un peu de ça de temps en temps. Est-ce que c'est pas genre, le Soul-Eater de la fiction de notre monde se retrouve représenté parce que il fait partie de notre inconscient collectif et parce que l'auteur a les droits dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que c'était pas la fiction Soul-Eater qui se manifestait et qui du coup aurait été une fiction aussi dans le passé de l'univers de Fire Force ou dans le multivers un peu méta de l'univers de Fire Force? Vous voyez, ça aurait pu être un délire comme ça. Ça a failli. J'ai eu tout le long de ma lecture, j'ai eu cette petite crainte que ce soit ça, parce que malgré toutes les références qui arrivent petit à petit, parce que oui, il y a du build-up, ça c'est sympa, on le voit venir que ça va devenir un truc avec Soul-Eater.
bah malgré toutes ces références, ça pouvait ne rester qu'un truc de l'inconscient collectif de l'humanité, ce qui aurait été un délire un peu méta, un peu intéressant peut-être, mais ça aurait été un peu décevant vis-à-vis de Soul Eater, on est d'accord. Donc voilà, et le résultat final, la vérité, qu'est-ce que c'est? Parce que voilà, je me doute qu'il y a des gens peut-être qui veulent bien se faire spoiler, mais qui ne savent pas de quoi on parle quand même. On découvre que Fire Force, c'est bel et bien le préquel de Soul Eater. Donc les événements de l'arc final de Fire Force mènent à la création du monde de Soul Eater. Et je suis vraiment content d'un truc personnellement, c'est le dernier chapitre je pense, parce que il a effacé une autre de mes craintes, c'était que on n'ait pas une confirmation dure. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'avais peur que ce soit sous-entendu comme étant le préquel de Soul Eater, avec de gros indices, avec voilà, on avait déjà vu la lune et tout, donc il y avait quand même de gros indices, mais j'avais peur que ce soit sous-entendu, que ce soit jamais confirmé en dur, que c'est vraiment le préquel de Soul Eater, et à la fin, ils te font tous les liens, ils t'expliquent tout, il y a même tu vois même les protagonistes de Soul Eater enfants, à la fin du tome, c'est genre une dernière page, c'est tu vois tous les protagonistes de Soul Eater enfants, qui vivent leur vie, et tu sais ce qui va leur arriver après, du coup, si t'as lu Soul Eater. Mais voilà, il y a aucun doute possible, il n'y a aucune ambiguïté. J'avais peur de cette ambiguïté, moi, pourquoi? Parce que j'ai un système au niveau des animés, machin, très particulier, dans lequel je fais en sorte de visionner tous les animés d'une licence en particulier avant de la valider comme vue. Et du coup, quand il y a des ambiguïtés comme ça, où tu sais pas si c'est des préquels, si c'est dans le même univers, machin, pour moi ça crée tout un tas d'ambiguïtés, de trucs où je sais pas trop comment me placer. Donc là, le fait que ce soit vraiment confirmé en dur, sans aucun doute possible, que Soul Eater c'est bien la suite de Fire Force, ça me rassure. Et moi, en plus, qui aime bien, je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, j'aime bien les passages Boruto dans les épilogues, c'est-à-dire les passages où on voit machin, il a eu des enfants, il est marié avec bidule, machin, truc muche, et du coup voir une sorte de mélange bizarre où le passage Boruto de cette série c'est à la fois la mise en place d'une autre série que j'aime bien, c'était plutôt satisfaisant dans un sens. Donc voilà, très cool, je suis content de comment ça a été géré. J'ai eu peur parce qu'il y a eu d'autres trucs méta. On a vu une humaine à un moment normal dans ces tomes-ci, là, donc entre le 29 et le 34. Et à un moment où il y a une humaine en photo, c'est vraiment une personne qu'on a pris en photo pour faire des cases de manga. Voilà, j'ai eu peur à 2-3 moments que ça parte trop en méta. Un truc que j'ai bien aimé, c'était, comme j'ai dit plus tôt, les indices et les petites références, notamment Excalibur. Quand j'ai fait le rapprochement dans ma tête un tout petit peu avant qu'ils disent sa phrase culte, Excalibur, j'ai fait le rapprochement en me disant mais attends, son épée elle s'appelle Excalibur, là on a fait des liens avec Soul Eater là un peu, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Et oui, il y a un lien, Excalibur, et bien Excalibur, voilà, trop cool, le moment où tu t'en rends compte, un peu avant qu'ils le disent, t'es en mode ah mais attends, c'est trop cool je trouve. Par contre, petit truc dommage, j'ai dit qu'il disait sa phrase culte. En ce qui me concerne, il a pas dit sa phrase culte. Même si t'as compris l'idée quand voilà, tu te doutes que c'est un délire de traduction, mais il dit pas bécile comme dans le manga, il dit un autre truc. Il dit quoi? Attendez, est-ce que j'essaye de vous le retrouver? Voilà, du coup j'ai trouvé, il dit gros bêta. Donc je sais pas si c'est un changement de traduction, peut-être que dans l'édition double ou dans la nouvelle édition il dit bêta au lieu de bécile. Je suppose qu'en japonais il dit baka, mais j'ai pas confirmation, ou un truc dans le genre en tout cas, mais ça expliquerait pourquoi il y a un B à chaque fois en fait. Mais voilà, en gros, il dit bêta, ah bah il le dit là carrément, il dit bêta, mais j'ai compris bécile moi quand il a dit ça, j'ai compris. Voilà, du coup c'est très cool tous ces petits indices distillés au fur et à mesure, et il y en a d'autres, hein. Et mais comme je vous ai dit, voilà, petite crainte moi quand même à ce moment-là, et du coup un petit soulagement à chaque fois que je voyais un indice. Il y avait quand même des délires très méta, notamment par exemple ce passage où il y a la fille fanservice un peu qui combat un méchant, et
où les PNJ se rendent compte que ce sont des PNJ, quoi. Les figurants sont en mode eh mais au fait, maman, moi je suis un petit enfant mais je suis qu'un PNJ en fait, je suis un figurant, j'existe pas vraiment, on s'en fiche, c'est parce que j'ai eu un rôle parlant et un nom en fait que je suis important là. Enfin voilà, vraiment ils partent en délire méta, donc la thèse de l'inconscient collectif de l'humanité, machin, la fiction, ce qui s'invite dans la réalité, était partiellement vrai quand même, du coup. Tout le long, moi j'ai eu un peu le doute, est-ce qu'ils vont être sérieux et concrets sur le fait que c'est le préquel de Soul Eater, ou est-ce qu'ils vont être vagues et méta, et heureusement à la fin ça se concrétise complètement. Vraiment c'est un soulagement. Et cette scène, la scène qui m'a trop plu, donc attention ça spoil toujours, hein, c'est celle-là, Résonance des âmes. Quand j'ai vu cette image là avec les barres là qui séparent les visages machin, bon là il y en a 3, normalement il y en a que 2, si vous voyez de quoi je parle, j'ai entendu la musique de l'opening de Soul Eater. Pourtant j'ai pas vu beaucoup de l'animé de Soul Eater, j'ai surtout lu le manga. Quand j'ai vu cette image, j'ai entendu la musique de l'animé qui est dans ma tête, de l'opening. Vraiment j'ai vu l'image, ça fait... Vous voyez de quoi je parle si vous connaissez l'opening. J'en reviens pas, c'est trop, ce moment a été trop cool à vivre. Et du coup, vraiment, mais vraiment, ça m'a donné très envie de relire Soul Eater sur le moment. Alors je me retiens parce que Soul Eater, déjà, je vais privilégier l'animé la prochaine fois que j'expérimente. Parce que j'ai déjà lu tout le manga et tout Soul Eater Note, donc quitte à le revivre plusieurs années après, ça doit faire presque 10 ans, je préfère le revivre en animé, comme ça je fais un peu tous les supports, et puis dans encore 10 ans je me le relirai sans doute. Mais voilà, ouais, quand tu sors de Fire Force, t'as très envie de te lire Soul Eater en fait, ça c'est cool. Et du coup voilà, dans ce dernier chapitre, ou c'est peut-être même 2 chapitres, enfin j'ai pas compté, je sais plus, mais dans ce dernier segment là qui vraiment cimente le lien entre Soul Eater et Fire Force, je me dis il y a sans doute tout un tas de références que j'ai oubliées, enfin que j'ai pas capté parce que j'ai oublié, vous voyez ce que je veux dire? Genre à la fin par exemple on voit qu'il a 2 enfants, le héros. Ce que j'en ai compris moi c'est que y a un des enfants qui est un enfant de la sorcière et il y a un des enfants qui est un enfant de la sainte là. Donc ça voilà, je pense que c'était le message qui voulait faire passer, ce passage où tu vois ces 2 enfants, un qui a les cheveux blonds, un qui a les cheveux que j'imagine violets. Mais je me dis peut-être que mon lore de Soul Eater est un peu trop rouillé dans ma tête. Si ça se trouve, c'est aussi une ref au lore de Soul Eater. Si ça se trouve dans le lore de Soul Eater, à un moment il y a 2 frères, machin, et je m'en souviens pas. Donc je me dis, il y a sans doute des refs cachés comme ça à la fin que j'ai pas parce que mon lore est un peu rouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça je trouve ça cool. Pareil, la sorcière c'est à peu près sûr que c'est l'ancêtre d'une des sorcières de Soul Eater à un degré ou un autre. Mais j'ai plus la ref, je saurais pas dire. Moi, la seule sorcière, enfin non, j'en ai plein en tête, mais je sais qu'il y a Blair, il y a Médusa, je crois qu'elle s'appelait, la méchante. Je sais plus, vous voyez. Mais je me doute qu'il y a des refs, ça doit être l'ancêtre d'une sorcière en particulier. Il doit y avoir des refs, des trucs comme ça. Et ça me donne d'autant plus envie de revoir Soul Eater, enfin de voir Soul Eater du coup. Voilà, donc ça c'était pour toute la partie positive, j'ai vraiment bien aimé cette fin parce que ça m'a fait revivre un peu Soul Eater d'un coup, alors que c'est une licence que j'avais pas touchée depuis longtemps mine de rien, hein. C'était comme je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans je crois que je l'ai lu le manga, et j'ai dû peut-être l'essayer de le relire 1 ou 2 fois dans ma vie, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Donc je suis content de pouvoir le revivre parce que c'est une série qui m'avait quand même marqué la première fois. Mais, petit mais quand même, je me permets, je me dis, est-ce que les fans purs de Fire Force, ceux qui n'ont jamais touché à Soul Eater, ont pas été volés un peu de leur fin, de leur point de vue? Parce que Fire Force, ça n'a jamais été vendu, c'est justement toute la surprise et toute la beauté quand t'es fan de Soul Eater de ce qui s'est passé. Fire Force, ça n'a jamais été vendu comme la suite ou le préquel ou je ne sais quoi de Soul Eater. Ça a été vendu comme son propre truc, avec sa propre ambiance, ses propres enjeux. Est-ce que voir la fin de leur manga être une sorte de Deus Ex Machina où ça devient un autre manga, ça n'a pas dégoûté certains fans de Soul Eater, de Fire Force pure, je veux dire? Vous voyez, genre, imaginez vous finissez One Piece, et en fait c'était un préquel à Kenshin le Vagabond.
Alors si t'es fan de Kenshin le Vagabond et que c'est bien fait, tu te dis mais what, j'avais pas vu toutes les refs. Par contre si t'en as rien à faire de Kenshin le Vagabond, ah bah t'es bien déçu. Bah voilà, imaginez ça. Est-ce que être un fan pur de Fire Force ça ferait pas cet effet là? Genre en fait c'est le préquel d'un vieux manga que t'as pas lu. Je me demande. Franchement s'il y a des fans purs de Fire Force, pour le coup c'est un avis qui m'intéresserait vraiment. Voilà. Après, je me doute que comme ça a été quand même un minimum bien amené. Mais encore une fois, c'est un mec qui connaît Soul Eater qui vous dit ça. Est-ce que ça a été bien amené pour un gars qui connaît pas Soul Eater? Pas forcément. Parce que toutes les petites refs que moi j'ai vues, bah, celui qui connaît pas Soul Eater, il y a juste vu des trucs un peu bizarres. Il a, oh, la lune elle est bizarre. Donc ouais, je sais pas trop, peut-être que les fans purs de Fire Force, il y a peut-être certains d'entre eux qui se sont sentis floués. Mais après je veux pas inventer des débats, hein. Si ça se trouve tout le monde est d'accord avec non Soul Eater on adore tous, tout le monde a... Parce que moi je viens littéralement de Soul Eater pour vers Fire Force. Vous voyez la raison pour laquelle j'ai lu Fire Force, les pompiers ça m'intéresse pas particulièrement, c'était parce que c'était Atsushi Okubo. Donc moi il n'y a aucun débat, il y a pas de problème, je suis littéralement venu pour ça. Le truc m'a fait une belle surprise. Mais je me dis, c'est forcément pas le cas de tout le monde, d'autant que ça a eu un succès et que voilà, il y a une période où ça faisait partie des nouveautés qui marchaient bien, quoi, Fire Force. Donc ça veut dire qu'il y a toute une tranche de la population qui était nouvelle dans le monde du manga, qui a découvert Fire Force, qui a trouvé ça génial. Est-ce qu'ils sont pas dégoûtés de s'être fait voler leur fin? J'en sais rien. En tout cas, moi, super expérience. Je vais me passer à autre chose. On va parler d'un autre manga parce que je veux pas non plus que cette vidéo ce soit 1 heure sur Fire Force. Mais vraiment, j'ai vécu des émotions quoi en vivant cette fin et ça c'est le principal. Et visiblement la légèreté ne nous est pas permise parce qu'on est encore sur un gros morceau pour le manga suivant. La fin, les tomes 20, 21 et 22 de Bakemonogatari. Donc Bakemonogatari, aussi un manga sur lequel j'ai des trucs à dire. Cette fois je ne spoilerai pas. Je vais juste vous dire des trucs éventuellement sur les arcs, mais je le dirai de manière à ce que seules les personnes qui ont lu puissent comprendre de quoi il est question. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas, parce que justement, seules les personnes qui ont lu peuvent comprendre. Il faut suivre. Mais, bon, plus sérieusement, Bakemonogatari, c'est un manga pour lequel j'ai pas mal d'affection, parce qu'il m'a permis d'entrer dans un univers que j'estimais comme un des plus difficiles par rapport à ma philosophie de visionnage et de lecture de manga à découvrir. Bakemonogatari qui donc est un univers réputé pour sa complexité d'un point de vue dans quel ordre faut regarder quoi. Ça et Fate c'était un peu mes deux baleines blanches entre guillemets théoriquement parlant. Dans les faits Fate j'ai vu tous les animés, j'ai pas eu de gros soucis. Et Bakemonogatari, le manga m'a servi d'introduction et c'est une introduction je trouve parfaite. Pourquoi? Parce que en gros déjà t'as pas de souci de est-ce que je regarde la saison 1, est-ce que je lis le roman machin. Bakemonogatari en manga, c'est juste Bakemonogatari, mais ça couvre plusieurs œuvres de l'univers Bakemonogatari. Donc voilà, c'est là où on parle des trucs que seuls les gens qui savent de quoi je parle, donc ça spoil pas vraiment. On a en gros, pour ceux qui voudraient savoir, on se demande s'ils veulent lire le manga ou pas, mais qui connaissent un peu l'univers, on a en gros tous les arcs Bakemonogatari les de base quoi, donc on a le crabe, l'escargot, le singe, le serpent, et j'espère que j'en oublie pas. On a aussi Kizumonogatari, et on a aussi les deux arcs de Nekomonogatari. Voilà, en gros on a ça. Du coup c'est l'introduction parfaite, parce que t'as pas à te demander est-ce que je passe à la saison 1 de machin, ou à la saison 2 de truc, est-ce que je dois attendre pour regarder la saison 2, ou est-ce que je peux enchaîner direct, machin. Il n'y a pas de tout ça, juste tu lis dans l'ordre chronologique où on te le présente. Quand c'est un flashback, on te le fait savoir. Quand c'est dans le présent, on te le fait savoir. Tu peux tout suivre. Il n'y a aucun problème, j'ai tout compris. La chronologie est à peu près claire dans ma tête. Je pourrais vous raconter l'histoire dans l'ordre de ce qui se passe. Bien sûr, seulement concernant ces parties-là qui ont été couvertes par le manga. Mais du coup, quand j'ai vu que ça s'arrêtait, j'étais un peu déçu dans un sens parce que j'aurais aimé que du coup ça couvre toute la mythologie Monogatari. Et qu'on n'ait vraiment absolument pas à se soucier, du coup, en suivant ce manga, de quoi que ce soit, et juste qu'on puisse suivre l'histoire dans l'ordre où l'auteur a décidé de nous la raconter. Malheureusement, le manga s'arrête, sur des teasings plus ou moins de Nisei Monogatari et d'autres trucs que j'ai pas le nom en tête, d'après mes renseignements en tout cas, hein.
moi qui n'ai lu que le manga, donc c'est tout ce que je connais de l'univers, à part quelques mèmes. Du coup, pour la suite, il faudra se reporter soit sur les romans, soit sur l'animé. Personnellement, je vais attendre le plus longtemps possible que j'ai la confirmation, entre guillemets, par le temps, qu'il n'y aura pas de Bakemonogatari 2, entre gros guillemets. Bon, ça s'appellera pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'il n'y aura pas une autre série par les mêmes auteurs qui remplirait le même rôle, mais pour la suite de l'histoire. Une fois que j'estimerai que ça fait assez longtemps pour avoir cette confirmation, j'attendrai encore, je pense, parce que je attendrai d'avoir suffisamment oublié ce qui se passe dans Bakemonogatari et compagnie. Et là, je me revisionnerai tout ce que j'ai déjà vu là-dedans, et les autres séries que j'avais pas encore vues. Donc voilà, pour moi, c'est un truc sur le long terme. Bakemonogatari, du coup, je vais sans doute expérimenter les autres parties seulement dans quelques années, dans le meilleur des cas, parce que il faut que le manga, s'il y a une suite en manga, il faut que le manga se dessine, hein, bien sûr. Et à mon avis, s'ils ont arrêté celui-là, c'est pas pour enchaîner direct après. Et s'il n'y a pas de suite en manga, il faut que je m'assure qu'il n'y a pas de suite en manga par le temps. Et que ensuite, j'oublie suffisamment par le temps également pour me recommencer ça en animé. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'était, comme j'ai dit, une porte d'entrée parfaite pour l'univers de Bakemonogatari. Je la conseille à n'importe qui a du mal à s'y retrouver dans l'animé ou dans le roman, même si le roman, je sais moins de quoi je parle quand je parle du roman, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez quand même voir l'animé, petit conseil qui marche pour à peu près tout et qui a marché par exemple moi pour Fate, même si j'ai fait des ajustements un peu éclairés, mais ça marche pour à peu près tous les animés un peu compliqués, même les Gundam, les trucs comme ça, même si j'y connais rien en Gundam, hein, mais je vous le dis, ça marche pour tout, c'est le truc de base si tu veux te lancer dans un truc un peu compliqué avec plein de suites, de spin-off, de trucs comme ça. Fais-le dans l'ordre chronologique de sortie. Donc le premier truc qui est sorti, le deuxième truc qui est sorti, le troisième truc qui est sorti, c'est presque garanti que ça se passera bien parce que ça a été pensé pour le gars qui est arrivé au premier épisode du premier truc et qui est fan depuis. Vous voyez ? Donc ce sera dans un ordre que tu peux comprendre, sauf petites anomalies. Par exemple, on a parlé de Fate tout à l'heure. Dans Fate, il y a 2-3 trucs qu'il faut pas regarder dans l'ordre où c'est sorti, parce que c'est les adaptations de certains arcs de Fate Grand Order, qui est un jeu mobile, qui n'a pas été entièrement adapté et pas dans le bon ordre. Du coup, là, il faut un peu remettre les pièces de puzzle dans l'ordre. Mais à part ça, et 2-3 autres détails, la licence Fate, par exemple, tu peux regarder tout dans l'ordre où c'est sorti. Ce qui est généralement le cas d'à peu près toutes les licences, sauf bien sûr, voilà, comme quand j'ai dit, quand ça implique des adaptations un peu partielles, un peu dans le désordre. Mais bon, ça c'est un peu les risques. Moi généralement je me renseigne suffisamment, sans me spoiler, mais suffisamment pour essayer de tout regarder dans l'ordre. Voilà, quoi qu'il en soit, Bakemonogatari, le manga, a vraiment été très utile dans mon appréciation de la licence, et j'espère que du coup mon histoire avec la licence continuera de plus belle. Et on va conclure, alors pas avec cette vidéo, c'est pas le dernier manga, mais avec les fins de série, parce que c'est la fin de Arifureta Origins. Donc Arifureta Origins qui est quoi? Qui est le préquel de Arifureta, qui raconte l'histoire de certains personnages qu'on voit en trame de fond dans Arifureta, mais qui viennent bien sûr du passé, donc qui sont plus ou moins morts, entre guillemets, enfin c'est un peu bizarre, on sait pas trop, mais dans Arifureta tout court. Et alors ça s'est passé de manière un peu étrange ma lecture de ces deux tomes, parce qu'en fait c'est quand la dernière saison d'Arifureta est sortie, je me suis dit que j'allais la regarder. Mais avant de la regarder, j'ai pas oublié, il faut que je me regarde le crossover OAV entre Arifureta et Arifureta Origins. Et c'est pendant que je me regardais le crossover OAV, juste avant d'enchaîner sur la nouvelle saison, que je me suis fait la réflexion, mais attends, j'ai les 2 derniers tomes du manga dans ma pile de lecture, je les ai pas lus, c'est un peu bête comme timing. Bon bah tant pis, je m'étais lancé, j'ai continué. Et du coup quelques temps après, je me suis dit, bon, autant me lire la fin du manga. Heureusement l'OAV ne m'a rien spoilé. Suffisait de connaître les personnages jusqu'à la femme poisson, et puis c'est bon en fait, t'as pas de spoil. Mais du coup mine de rien, voir ces personnages en animation toujours, ça te rajoute un peu d'affect. J'avais déjà de l'affect, hein, j'aime bien Arifureta Origins, mais il y a un truc quand même, quand tu vois les personnages devenir plus concrets, t'as un peu plus de lien avec eux d'un coup. Et du coup c'était sympa de les voir vivre, alors que juste avant je les connaissais que via le papier. Et du coup cette fin, c'est clairement une fin ouverte. Je suppose que le roman lui continue jusqu'à la fin de la trame narrative, parce qu'ils sont vraiment en mode
la bande en fait à la fin de ce tome 8 qui est le dernier du manga du coup n'est pas complète. Ils sont vraiment dans l'épilogue en mode ouais on s'est fait 2 autres potes, regardez notre photo de famille, hop on est tous amis, trop bien. Mais du coup tu les connais pas ces gars là dans la bande toi. Tu les entrevois, bah non même tu les vois directement. Il y en a une dont je me souviens bien parce que du coup elle est dans la dernière saison d'Arifureta en date. Et du coup ouais tu fais ah ok. C'est vraiment tous les gars qui trouvent dans les donjons d'Arifureta à la fin là font partie de cette bande. Et du coup tu comprends, ok, ils nous ont pas montré tout. Le roman lui est probablement terminé narrativement. Quoique peut-être qu'il a pas si bien marché et qu'ils ont arrêté l'histoire aussi au roman, hein, j'en sais rien. Mais voilà, donc sachez, c'est un truc à savoir, ce n'est pas une histoire complète. C'est vraiment pour les fans d'Arifureta du coup. Parce que du coup t'as qu'un spin-off partiel. Voilà, ça peut être décevant pour des gens je pense. Moi je suis un peu habitué, enfin voilà, ça me choque pas quand des adaptations de romans, surtout quand c'est des spin-offs comme ça, ne vont pas jusqu'au bout de l'histoire et finissent un peu en mode et les aventures continuent hors champ. Mais je pense que ça peut gêner, donc je vous le dis, si vous saviez pas qu'il y avait un spin-off à Arifureta, que vous hésitiez à le commencer, l'histoire n'a pas de vraie fin. Alors il y a bien sûr une fin de l'arc qui était en cours et tout ça, hein, c'est pas le problème, mais ça s'arrête pas d'un coup. Mais à la fin ils sont en mode eh ouais au fait on a vécu d'autres trucs, d'autres aventures, ah là là, c'était un beau voyage, fin de l'histoire. Donc voilà. Malgré tout, toujours voilà finir une série, ça a ce côté conclusif, ce côté un peu moitié triste, moitié content, vous voyez, c'est ah j'ai complété un truc, mais en même temps ça va me manquer. Et voilà, du coup, pareil pour Arifureta Origins, ça ne fait pas exception parce que c'est un spin-off bien sûr. Petit côté triste et petit côté content en même temps. Ensuite on enchaîne avec une bonne surprise, Ichigo Stories, donc qui est un manga français, et déjà j'ai été surpris de tomber dessus parce que je suis déjà passé devant ce manga. Un jour j'étais allé en convention, j'avais gagné genre des places dans une convention, je sais plus laquelle c'était Japan Expo ou Paris Manga, un des deux je pense. Et j'avais vu le stand de ce truc là, j'étais passé devant le stand de ce manga là. Donc si ça se trouve cet exemplaire là que j'ai acheté d'occasion, je suis peut-être passé devant. Alors je ne pense pas au vu d'un truc dont je vais vous parler juste après, mais techniquement j'ai pu passer devant cet exemplaire en personne avant qu'il finisse par arriver dans ma collection par un autre moyen. Donc c'est un peu rigolo. Et du coup pourquoi j'ai acheté ce tome? Parce qu'il a un truc spécial. Dedans il y a une dédicace. Alors c'est pas la mienne du coup, c'est la dédicace de Pierre-André. Voilà. Alors c'est pas ultra facile à déchiffrer ce qu'il y a écrit. Je crois que ça parle de pays des frites, donc ça vient probablement d'une convention belge. Et j'ai du mal à déchiffrer la date qui est écrite là. Mais je sais pas, ça ressemble pas à un 3 ou peut-être 2017? Non, 2023 je dirais. J'en sais rien. Mais voilà, en gros j'ai un exemplaire dédicacé. Il y a même le petit tampon là, je sais pas si c'est... voilà, peut-être que c'est pour valider que c'est bien dédicacé. Et vu que j'ai eu ça pour seulement 4 euros, je me dis, voilà, vous voyez, il coûtait 9,50 à l'origine. Je crois pas que ce soit vraiment très trouvable dans le commerce, dans les commerces mainstream, entre guillemets. Alors, je pense que ça peut peut-être se commander chez ton libraire, mais en gros, tu le trouveras pas dans ton Auchan, quoi, ce tome-là. Donc, vu qu'il est pas spécialement disponible facilement... de manière générale, et qu'en plus là il coûtait moins cher, il était dédicacé et tout, je me suis dit allez je l'achète. Du coup j'ai mon petit exemplaire dédicacé de Ichigo Story. Je vais le mettre comme ça juste histoire qu'il s'abîme moins. Mais voilà, tout ça pour dire que cet exemplaire c'était plutôt une trouvaille sympathique. D'ailleurs, petite anecdote que je vais placer là parce que j'aurais nulle part d'autre à la placer. Genre quelques jours après, je suis tombé sur un autre manga dédicacé dont je vais vous mettre la photo là parce que j'ai pensé à le prendre en photo même si je ne l'ai pas acheté. Bon, la dédicace est beaucoup moins impressionnante, hein, mais c'est marrant que ça me soit arrivé aussi proche dans le temps. Et à chaque fois, c'était pas des mangas qui étaient vendus comme étant dédicacés. Hein. Il n'y avait pas marqué dessus manga dédicacé. Non, c'était vraiment genre dans les rayons, t'as des mangas un peu random. Certains sont dédicacés. Donc pensez, si c'est des mangas français, surtout pensez à acheter un œil, on sait jamais des fois. Du coup, pourquoi je dis que c'est une bonne surprise cette série? Parce que j'en attendais pas grand chose. Je l'ai vraiment acheté juste parce qu'il y avait la dédicace et parce que oh tiens, je l'ai déjà vu dans une convention. Et j'ai eu des plutôt bonnes impressions de certaines des histoires. J'ai trouvé ça plutôt intéressant dans la globalité et je m'attendais à plus plat, on va dire. Je m'attendais à ce que ce soit plus une curiosité, si vous voulez, que un truc vraiment intéressant. Et il y a eu des éléments vraiment intéressants auxquels je m'attendais pas dans mon expérience de lecteur. Donc ça, c'était vraiment une bonne surprise.
Alors, petit bémol personnel, perso j'ai un peu de mal avec les interchapitres, parce que c'est des interchapitres un peu en mode... comment expliquer ça? Les auteurs se mettent un peu en scène, c'est un côté... Il y a des invités, mais toi en tant que lecteur, t'as aucune idée de qui c'est les invités, c'est sans doute des autres artistes amis, mais je connais pas ces gens-là, moi ça me touche pas que ce gars il soit là dans l'histoire. Et il y a ce côté un peu autobiographique, un peu self-insert qui peut me mettre un peu mal à l'aise. Alors aucun jugement sur les auteurs, hein, mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils estiment que c'est un bonus sympathique entre leurs histoires courtes qui ne sont pas liées entre elles, pourquoi pas. Mais moi ce côté un peu, voilà, un peu on se met en scène, on raconte notre vie, machin, entre les histoires on fait des liens thématiques, ouais, bon, moi ça peut me mettre un peu mal à l'aise, le côté un peu self-insert un peu bizarre. Mais c'est pas rédhibitoire, je veux dire, ça enlève rien aux histoires en elles-mêmes. Voilà, c'est juste... C'est un truc que j'ai ressenti en lisant le manga, donc je me sens obligé d'en faire part. Mais globalement, ça reste une bonne surprise, hein, je le rajoute, je le redis. C'est une bonne surprise, donc écoutez, moi une bonne surprise je prends. Donc voilà, c'est un manga français, donc il y a peut-être une chance que les auteurs tombent sur cette vidéo, même si elle est mince. Si c'est le cas, bonjour à vous, et votre manga était sympa. Si c'est pas le cas, ça change rien. Et voilà, je suis content d'être tombé dessus. Ensuite, le manga suivant, c'est Mushoku Tensei tome 21. Donc Mushoku Tensei, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment une de mes pépites, personnellement. Ça fait partie des quelques mangas que j'estime impensable de ne pas continuer tome par tome, quoi. Vous voyez, genre, est-ce que vous avez déjà vu en vidéo 2 tomes de Mushoku Tensei? Genre, j'aurais acheté un tome et j'aurais attendu pour lire le suivant en même temps. Non, ça n'est jamais arrivé. Vous m'avez toujours vu un par un avec les tomes de Mushoku Tensei parce que je les attends de pied ferme et dès que je les ai, je les lis généralement, dès que je peux en tout cas. Donc Mushoku Tensei pour moi c'est vraiment une des séries pépites. Ça fait sans doute partie, si je devais en faire un, de mon top 5 des mangas de tous les temps. Je ne l'ai pas, enfin si techniquement j'en ai déjà fait, mais je veux dire actuellement j'en ai pas fait, mais je vous le dis, il y a d'extrêmement grandes chances qu'il soit dans le top 5. Voilà, il y aurait sans doute des trucs cultes pour moi, genre One Piece Fairy Tail, et sans doute des petites pépites genre MX0, mais Mushoku Tensei aurait clairement sa place dedans. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Donc voilà, je vais pas parler en détail de ce qui se passe narrativement dans le tome, si ce n'est qu'il y a des avancées et que c'est toujours cool de voir que la grande histoire de Mushoku Tensei s'avance. Et on va passer au manga suivant parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas trop rentrer dans ce qui se passe niveau scénaristique. Et tout ce que vous avez à savoir, c'est que j'adore ça et que c'est un isekai vraiment très intéressant, très prenant et avec des personnages très attachants. Ah mais en fait il veut pas partir Mushoku Tensei. Bon bah Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, tome 12. Donc on se demandait les tomes précédents, mais de quoi ça allait parler s'il y avait encore des tomes. En l'occurrence voici le dernier tome. Et de quoi ça parle ce dernier tome? Bah ça parle un peu de la vie de Roxy pendant qu'elle apprend des trucs à Rudeus. On va jusqu'au bout de son apprentissage. Donc c'était une des théories qu'on avait émis quand on se demandait de quoi ça pouvait parler ensuite. Voilà, donc on voit la vie un peu de Roxy qui apprend des trucs à Rudeus. Et c'est plutôt sympathique. C'était au global un spin-off, parce que du coup là comme j'ai dit il est fini, plutôt sympa, qui savait être un peu dur par moments, qui savait faire des moments de tension, qui savait nous rappeler que c'était pas juste un spin-off de temps en temps, quoi. Vous voyez, il se passait vraiment des trucs très intéressants par-ci par-là. Il y a eu des personnages attachants, ça nous développe un peu le lore de Mushoku Tensei, ce qui est intéressant. Bémol, si vous n'avez pas encore commencé cette série, mais que vous suivez assidûment Mushoku Tensei, vous pouvez attendre. Pourquoi je dis vous pouvez attendre? Parce que dès le tome 1 de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, ça vous spoil sans prévenir le futur de Mushoku Tensei. Genre là, moi qui vous parle en ce moment là, je sais des choses qui dans Mushoku Tensei se passeront sans doute dans plusieurs dizaines de tomes. Plusieurs dizaines, peut-être que j'exagère, on ne sait pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Pourquoi? Parce que on nous montre dès le début, en fait, toute l'histoire de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, est un flashback raconté par un personnage de Mushoku Tensei dans le futur. Dans le futur par rapport à là où on en est dans l'histoire. Hein.
En l'occurrence le tome 21 qu'on vient de voir. Donc, si jamais vous n'avez pas sauté le pas, que vous vous êtes dit j'attends que ce soit fini avant de commencer les aventures de Roxy, ne commencez pas tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est pas obligatoire. Parce que sachez que ça va vous révéler des informations sur le futur de Rudeus et d'autres personnages. Voilà, c'est le petit disclaimer que j'aurais peut-être aimé qu'on me fasse avant de commencer la série. Ça m'a pas gâché Mushoku Tensei d'avoir ces révélations. C'est des trucs dont on peut se douter peut-être. Mais c'est bon à savoir si vous avez pas... Moi j'ai attrapé le truc en marche, donc forcément, de toute façon j'étais pris dans le truc, j'allais acheter les tomes un par un. Mais si vous avez passé si vous n'avez pas passé le pas pour le moment, vous pouvez vous permettre de ne pas les lire avant un certain temps. Ça vous évitera une sorte de spoil. C'est comme vous voulez. D'ailleurs, ce spoil, entre guillemets, a sa résolution à la fin de celui-ci, vu que toute l'histoire est un flashback raconté par des personnages version du futur, et bien forcément, à la fin, on a un peu leur feedback, leur retour, et à 2-3 moments aussi, pendant le récit, on a des petites phases où ils font des commentaires. Du coup, voilà. C'était Mushoku Tensei les aventures de Roxy, un spin-off sympathique. Le fait de, entre guillemets, spoiler le futur des personnages, c'est assez audacieux, mais je suppose que c'était plutôt pensé pour les fans japonais qui, eux, ont lu le roman ou je ne sais quoi. Donc, bon, qui, eux, ne craignent peut-être pas vraiment les spoils. Quoi qu'il en soit, un spin-off qui a su surprendre à plusieurs reprises et qui était vraiment sympathique à suivre. Et c'est une page de Mushoku Tensei qui se ferme d'une certaine manière. Donc, voilà. J'espère que la série principale, elle, durera éternellement. Bon, peut-être pas éternellement, mais aussi longtemps que possible. Ensuite, Daian Retry tome 10. Donc Daian Retry, qu'est-ce que c'est? C'est une série de réincarnation... Non. Enfin, un peu quand même. Enfin, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est, voilà, parce que je sais que c'est pas très connu. Je crois qu'il y a un anime qui est prévu, mais qui, je crois, n'est pas sorti. Pas encore, en tout cas. C'est l'histoire d'un gars qui, en gros, va vivre un peu sa vie et un jour se faire attaquer par les démons, devenir une sorte de héros, de chevalier, de machin, voilà, battre les démons, mais au moment où il va battre les démons, il va se réincarner, entre guillemets, dans le lui du passé avant que les démons attaquent. Donc, il peut empêcher tous les dégâts qu'ont fait les démons, avec ses connaissances de ce qui va se passer et des stratégies employées, etc. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui va essayer d'empêcher l'invasion des démons. Sauf que bien sûr, les démons ne sont peut-être plus que simplement des démons. Il y a peut-être des machinations un peu bizarroïdes derrière. Et du coup, il va y avoir tout un jeu de... je connais votre stratégie, je sais ce qui va se passer, mais les plans ont changé et il y avait des trucs que je savais pas et il y avait des machinations, des trucs comme ça. Et du coup, il va faire de son mieux pour se hisser dans ce monde plus tôt qu'il ne l'a fait dans sa première réalité, et devenir suffisamment puissant pour vaincre les démons avant qu'ils ne fassent tous ces dégâts et avant qu'ils attaquent l'humanité, quoi. Donc, c'est ça l'histoire. Et là, il y a des avancées assez intéressantes. On sent qu'il gagne en puissance, on sent qu'on gagne aussi quelques infos dans les mystères de pourquoi ça se passe comme ça dans son monde d'origine, enfin, dans sa timeline d'origine, vous avez compris. Et c'est une histoire plutôt intéressante. Comme je vous ai fait le pitch là et que peut-être ça vous a intrigué et que je crois qu'il y a un animé en préparation, je vais pas vous spoiler ou je vais pas rentrer dans les détails. Sachez que c'est une petite histoire de fantasy sympathique. Et personnellement le début m'avait pas mal emballé. Après ça devient un peu plus banal, mais c'est toujours sympathique à suivre. Et je suis pressé de voir le dénouement aussi, bien entendu. Avec ce genre d'histoire où il y a eu des machinations, des petits mystères, et il y a des histoires de voyage dans le temps, il peut avoir de sacrés twists. Donc voilà, pressé de voir où ça va, et c'est une petite série sympathique si vous connaissiez pas. Ensuite, le tome 26 de Moi quand je me réincarne dans le slime, donc le dernier manga de cette vidéo. Moi, c'est un arc de Moi quand je me réincarne dans le slime que j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un arc très gestion de village, très... voilà, c'est Limul qui gère son petit endroit, son petit pays. Et moi j'aime bien ça parce que ça me rappelle un peu le début. C'est un des trucs que j'avais bien aimé au début. C'était moi l'installation, le fait qu'ils recrutent les slimes, les oni, les machins. Il leur donne un nom, ils deviennent plus forts. Et puis il y a une petite société qui se construit. Donc moi qu'on revienne un peu à ça après tous ces complots à base de demi-dieux, là, de dragons, de trucs comme ça. Moi j'aime bien, voilà. On revient un peu aux bases, on revient un peu à la tranche de vie de gestion de village et
aux relations géopolitiques, mais gentilles, quoi. Vous voyez? On n'est pas entre ah, est-ce qu'il y a le pays d'à côté qui est dirigé par un dieu démon ou je ne sais quoi, et qui dans l'ombre il y a un clown qui fait des manigances. Non, non. Là, juste, il fait un tournoi dans son petit village pour faire la promotion de son pays. Il fait une petite chasse au trésor, enfin un petit donjon à trésor pour attirer des aventuriers. Voilà, là il gère sa ville un peu. Et ça j'aimais beaucoup. Et du coup je suis content que ça aille dans cet axe-là et que ça dure quelques tomes quand même. Parce que ça aurait pu ne durer qu'un tome et être un peu la respiration avant un gros arc. Là on reste dessus un peu, on en profite pour établir un peu le monde avec plus de précision, pour introduire des petits personnages intéressants. Voilà, moi quand je me réincarne dans Slime, j'aime beaucoup l'arc actuel, j'aime beaucoup la vibe actuelle que ça a. J'espère que ça va continuer un petit peu. Après je me doute qu'au bout d'un moment il faudra mettre des gros enjeux et des gros monstres et des machinations et puis des dieux et des machins. Mais pour l'instant, je trouve j'aime bien l'ambiance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était mes lectures manga du mois de mars 2025. Comme vous voyez, c'était un mois fort en émotion parce que il y a quand même la fin de 4 séries différentes. Hein. Donc Fire Force, en plus c'est un gros morceau, j'avais beaucoup stacké de tomes et ça a été une super bonne expérience. Bakemonogatari qui a été un manga que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Harifuruta Origins qui est un spin-off d'un truc que j'aime bien. Et pareil pour Mushoku Tensei les aventures de Roxy. Bon après il y a Mushoku Tensei tout court mais ça c'est pas fini. Et voilà, en plus même la petite découverte Ichigo Stories qui était sympathique. Des continuations de séries qui me plaisent bien. On était sur un bon mois quand même, fort en émotion. Et les fins de série, ça fait toujours, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, un petit peu mal et un petit peu bien en même temps. Vous voyez, hein, d'un côté, t'es content de la complétion, tu te dis, ah, j'ai fini cette série. Éventuellement, si c'est une licence où il y a d'autres trucs, tu peux passer à autre chose. Mais en même temps, c'est fini, quoi. Tu te dis, genre Fire Force, je ne le lirai plus jamais. Bakemonogatari, je ne le lirai plus jamais. Harifuruta Origins, je ne le lirai plus jamais. Et Mushoku Tensei les aventures de Roxy, je ne le lirai plus jamais. En tout cas, plus jamais comme la première fois, bien sûr. C'est pas exclu que je le relise un jour. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est la fin d'un truc. Et du coup, c'est toujours un peu triste, mais en même temps, toujours un peu joyeux. Et comme cette vidéo, d'ailleurs, tiens. Hein? C'est la fin de cette vidéo. Tu es un peu triste, mais tu es un peu joyeux? Ne t'en fais pas. Il y en aura une le mois prochain. Qui ne sortira peut-être pas le mois... En petites lettres, là, faudrait écrire. Ne sortira peut-être pas le mois prochain. Il peut y avoir des décalages. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'était Japanman. J'espère que vous avez passé un bon moment. A plus!